Enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles. Lancé en 2012 par l'établissement public, il compte désormais plus de 35 orchestres sur toute la France, une quinzaine en Île-de-France, dont 2 désormais dans le Val d'Oise. Pendant 3 ans, 105 enfants bénéficieront ainsi de cours de musique gratuits dispensés par des musiciens professionnels de la Philharmonie de Paris et des conservatoires locaux en partenariat avec structures sociales locales, municipales et intercommunales. C'était vos quelques informations valdoisiennes sur IDFM Radio Anguin. Nous ferons un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous à 12h15. En attendant, vous avez maintenant rendez-vous avec l'émission Le Bar de l'économie présentée par Florent Sueur. Je vous souhaite une agréable journée en ce lundi 9 mars. À très vite sur IDFM Radio Anguin. Oh, j'ai oublié mes lunettes. Bon, c'est pas grave. Bah oui. Oui, ça monte. Ça vient d'être publié? Non, ça a été publié il y a un an. Oui, tellement. Ah oui. C'était venu, j'avais dans mon sac. Oui, tout à fait. Tu la suis en fait. Voilà. J'avais un petit peu. Pardon? Non, non, je pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au Bar de l'économie. Et pour nous suivre en vidéo, live et interagir, rejoignez-nous tout de suite sur Facebook, page Bar de l'économie. Et comme d'habitude, la FM 98.0 et la web radio. Bonne journée Florence. 98.fr. Et on va souhaiter effectivement une très belle journée à Christophe À qui demain. nous quitte, mais qui sera de retour, bien sûr, dès demain. Alors, les sujets du jour, aujourd'hui, bien sûr, municipal 2020. On va aussi parler d'assurance, d'emploi, d'insertion professionnelle, d'emploi dans la RSE, d'emploi partagé, d'emploi en portage salarial, bref, toutes les formes d'emploi. Et puis, bien sûr, pour parler de tous ces sujets, eh bien, j'accueille notre candidat du jour au municipal 2020, Philippe Priolon. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour aux auditeurs IDFM. Vous vous présentez à la mairie de Montmorency sous l'étiquette LREM en tête de la liste Montmorency Citoyen. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle De l'autre côté du mur, les enfants de l'école Osnova en Bosnie-Herzégovine, qui est publié aux éditions de l'Harmattan. Alors avec vous, eh bien, on parlera bien sûr de vos engagements pour la nouvelle mandature que vous briguez 2020-2026. À nos côtés pour parler assurance, eh bien, Eva Ozeri, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes responsable commercial territorial du marché des professionnels de la MAF Assurance en Val d'Oise. Donc la MAF, tout le monde connaît bien sûr, c'est une mutuelle d'assurance généraliste, 3,8 millions de clients, dont 770 professionnels. Mais vous nous présenterez le groupe dont elle fait partie et puis on verra les spécificités que vous voulez nous annoncer aujourd'hui et les salons auxquels on pourra vous rencontrer prochainement en Val d'Oise, bien sûr. À nos côtés, Francis Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Fédération française du groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, les GEC comme on dit. Vous prenez l'alternance, notamment, en tout cas toute forme d'insertion professionnelle. On verra lesquelles ensemble. Alors les GEC existent depuis 30 ans. Vous avez 170 GEC, ce sont des associations, et 269 implantations en France. Donc c'est énorme, 6800 adhérents ou entreprises, j'imagine, que vous contactez chaque année peut-être. Ça, on en saura plus tout à l'heure. Et donc avec vous, bien sûr, on parlera insertion professionnelle et emploi. À nos côtés également, Caroline Renoux, bonjour. Bonjour. Caroline Renoux, vous êtes déjà venue au Bar de l'économie. Vous êtes la fondatrice et la directrice générale du cabinet Burdeo, un cabinet de recrutement spécialisé dans le développement durable et la RSE. Et alors, c'est le Big Bang en 2019 pour la RSE. On recherche beaucoup
beaucoup d'offres d'emploi à pourvoir et donc on va en parler ensemble. Vous avez aussi publié un livre, vous étiez venu nous en parler. C'était Comment faire carrière dans les métiers de la RSE et du développement durable, un livre publié aux éditions VA Presse. On peut encore se le procurer, je vous le conseille. Et puis vous aussi, on parlera d'un salon, tout comme avec Francis Léville, où là on parlera de journées, de rencontres, on va dire, d'événements. Et puis Jean-Luc Coche aussi est avec nous. Alors Jean-Luc Coche, vous aussi. Bonjour Jean-Luc, vous connaissez notre émission, vous étiez venu nous parler cybersécurité. Tout à fait. Oui. Voilà, et aujourd'hui vous voulez nous parler d'une nouvelle entreprise que vous avez rachetée avec votre associé qui fait du portage salarial. Et donc on verra dans quel domaine et quel type d'emploi vous avez à pourvoir. Mais tout d'abord, eh bien, la seule info du jour, c'est l'info sportive. On accueille Bruno Vigoureux. Alors Bruno, quel débrief sportif pour ce week-end? Bonjour Florence, bonjour à tous, à toutes et à vos invités. Ça va bien Florence ce matin? Mais oui, ça va très bien. Bon, bah tant mieux pour vous, parce que moi, ça va pas fort. Oui, c'est vrai, j'y ai cru au Grand Chelem après Le 15 de France. Évidemment, après les victoires contre Nous aussi, on y a cru. Les victoires contre l'Angleterre, l'Italie, les Pays de Galles, et puis hier, badaboum, le match d'hier en Écosse est venu ruiner tous mes espoirs. Car les Français ont à peu près tout manqué hier. D'abord, un joueur recevait un carton jaune, et quelques minutes plus tard, c'est Mohamed Aouas qui recevait un carton rouge, tout à fait mérité, pour un vilain coup de poing au visage d'un Écossais. La suite, des fautes de main avec des en avant en pagaille, beaucoup de pénalités contre des Bleus bien trop indisciplinés. À l'arrivée, une large défaite, 28-17, avec 3 essais encaissés. Bye bye le Grand Chelem, donc, mais peut-être aussi bye bye la victoire dans ce tournoi 2020. Car désormais, non seulement la France doit battre l'Irlande samedi prochain au Stade de France, mais elle doit aussi compter sur une défaite de l'Angleterre contre l'Italie. On n'est pas obligé d'y croire. Sauf que ce match est reporté pour cause de coronavirus. D'ailleurs, il n'est pas certain non plus que le match contre l'Irlande se joue samedi au Stade de France. C'est donc la première défaite pour le nouveau sélectionneur Fabien Galtier qui va devoir composer une autre équipe pour le match contre l'Irlande, s'il a lieu, car plusieurs joueurs ont quitté la pelouse blessés, comme Damien Penaud, Antoine Dupont, Romain Tamac. D'ailleurs, Dupont et Tamac sont, eux, d'ores et déjà forfaits pour la venue de l'Irlande. Voilà, c'était vraiment une sale après-midi pour cette jeune équipe de France. Allez, on passe à autre chose. On va parler du Paris Saint-Germain. Il n'a pas perdu ce week-end, mais il n'a pas gagné non plus. D'un autre côté, c'est normal, car il n'a pas joué. Il devait affronter samedi après-midi Strasbourg, mais le match a été reporté à cause du coronavirus, l'Alsace étant particulièrement touchée par ce maudit virus. Ce même virus, d'ailleurs, fait peur au PSG, d'autant qu'après le Conseil de défense qui s'est tenu hier soir à l'Élysée, le match contre Dortmund, le match de Ligue des Champions, prévu mercredi au Parc des Princes, devrait très probablement se disputer à huis clos. On devrait le savoir dans la journée, en principe. C'est naturellement une très mauvaise nouvelle pour le club parisien. Pourtant, les dirigeants avaient tout essayé pour convaincre les autorités de faire jouer la rencontre avec un public en faisant désinfecter le Parc des Princes par une société. Tout y est passé, les chaises, les vestiaires, tout, c'était nickel. Voilà, c'était bien essayé, mais à l'arrivée, l'absence du soutien du public sera un vrai handicap pour le champion de France. On change totalement de sujet. Hier a commencé ce qu'on appelle la course au soleil, c'est-à-dire Paris-Nice. Comme disait une sténo au temps où je travaillais à François, tiens, Paris-Nice commence, le printemps arrive bientôt. Elle avait raison, mais hier c'est sous la pluie que l'Allemand Maximilian Sackmann a remporté la première étape qui se disputait en région parisienne autour de plaisir. Pour finir, un petit mot, mais petit, de tennis pour un petit, mais petit aussi, tournoi de Challenger, dont la finale avait lieu au Mexique à Monterrey. C'est ce qu'on appelle un tournoi, donc Challenger, la deuxième division du tennis mondial. Alors pourquoi je vous parle de ce tournoi ? Parce qu'il a été remporté par Adrian Manarino, un petit gars du Val d'Oise qui, gamin, a tapé ses premières balles tout près d'ici, à Montmorency. Ça valait bien un tout petit coup de chapeau. Voilà Florence, vous savez tout ou presque. Prenez soin de vous, au revoir et à très vite. Merci beaucoup Bruno, vous aussi prenez soin de vous, c'est important par les temps qui courent. Je vais essayer. Braille. Attention. Alors, au bar de l'économie, aujourd'hui, nous parlons municipal 2020, bien sûr. Nous parlons assurance, emploi dans la RSE, emploi partagé ou en portage salarial, tous les types d'emplois aujourd'hui.
Mais tout d'abord, les municipales 2020. Alors, un petit conseil, puisqu'il nous reste plus que 5 jours avant le vote de dimanche, un petit conseil pour tous ceux qui veulent voter. On ne va pas se laisser emporter par la psychose du coronavirus, mais il faut faire attention. Donc, voilà mes petits conseils. Déjà, comme a dit le professeur Bricaire la semaine dernière, déjà restez à 1 mètre les uns des autres. Essayez le moins possible, bien sûr, de se toucher. Lavez-vous les mains toutes les heures si possible, ou en tout cas dès que vous avez touché des surfaces qui ne sont pas votre chez vous. Et puis pour le vote, tout simplement, amenez votre propre stylo. Vous n'êtes pas obligé non plus de donner votre carte d'identité. Vous pouvez la montrer, recto verso, ça suffit. Ça suffira bien. Et puis vous avez juste à prendre un bulletin de vote, le mettre dans l'enveloppe. Vous n'avez pas besoin de toucher les tables, les tablettes. En tout cas, même si vous le faites, eh bien, dès que vous rentrez chez vous, ne vous portez pas les mains au visage et allez vous laver les mains. Et avec ça, il n'y a pas de raison qu'on l'attrape, ce virus. Mais quand même, on va bien résister. N'est-ce pas, Philippe Riolon ? Oui, tout à fait. Il faut être proactif. Voilà, il faut être proactif. Réactif. Alors, Philippe Riolon, vous vous présentez à la mairie de Montmorency sous l'étiquette LREM, comme je le disais en introduction, pour la liste Montmorency citoyen. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous demander quels sont vos engagements. Vous nous aviez dit une quarantaine d'engagements le mois dernier quand vous étiez venu nous voir. J'en ai repéré plusieurs dans plusieurs domaines. Alors prenons le premier, si vous voulez bien, la sécurité. Qu'est-ce que vous voulez proposer pour les Montmorencéens au niveau sécurité ? Quoi de plus qui n'est fait ? Alors, je vais faire un petit rajout au départ. Je suis investi par La République En Marche, mais également je suis soutenu par le MoDem. Donc LREM, MoDem, c'est noté. Voilà. Alors, sécurité, donc... Alors pour la sécurité, c'est reprendre en main notre sécurité. Tout simplement, dans beaucoup de villes, nous avons de la télésurveillance. Donc une télésurveillance qui est sous la gestion de l'AGLO, la communauté de communes, Plaine-Vallée. Donc, le but, vous voulez dire que la ville de Montmorency a délégué sa surveillance à la communauté d'Aglo ? Voilà, la télésurveillance. Ce qui s'est passé aussi pour Enghien, mais Enghien l'a reprise en main propre sa télésurveillance. Donc, nous voulons faire la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est juste une question de bon sens. Quand vous faites de la télésurveillance, vous avez 1 ou 2 agents qui vont surveiller 200, 250 caméras sur l'ensemble de l'agglo. Ils ne peuvent pas faire de la cybersurveillance, c'est pas possible. Donc il faut être proactif. L'agent qui est derrière des caméras, il fait partie, c'est comme s'il était sur le terrain. Donc ça doit être une aide supplémentaire aux gens qui sont sur le terrain pour les guider, pour les orienter. Donc voilà ce qu'est une vraie télésurveillance active. Et vous envisagez donc de mettre des caméras, combien de caméras du coup sur Montmorency ? L'actuel maire a décidé de doubler pratiquement le parc de caméras. Donc, en fin de compte, on fera une évaluation quand on sera à la gouvernance, puisqu'il faut voir, il y a peut-être des changements à faire. Vous savez, quand vous mettez en place une télésurveillance, ce qui coûte le plus cher, c'est la maintenance. C'est pas la mise en place, c'est la maintenance. Parce que si vous avez une mauvaise maintenance, vous avez des caméras qui fonctionnent mal. Et quand je vois sur la place, on en a une sur la place du marché, je vois rarement un camion venir nettoyer le speed dome, c'est-à-dire le dôme qui donne accès à toutes les parties de la place. Donc au niveau nombre de caméras, vous ne savez pas ce que ça veut dire actuellement quand vous dites doublement ? Le doublement, il doit en avoir 16 dans le parc, donc ça fera 32. Mais bon, passer de 16 à 32. Voilà. Mais pour le centre-ville. Ça, c'est la municipalité actuelle qui a décidé, qui a donné des chiffres pour doubler le parc actuel. Autre sujet que j'ai noté dans vos propositions, c'est la transition écologique et énergétique. Alors, que souhaitez-vous faire sur Montmorency pour passer ce cap ? Alors, on part presque de zéro à Montmorency. Et je pense qu'il y a beaucoup de villes qui sont dans ce cas-là. Et j'ai l'impression que les programmes se verdissent actuellement parce que on est à la mode. C'est à la mode de verdir son programme. Mais l'écologie, elle n'est pas née en 2020. Elle existe. On aurait pu s'y mettre depuis longtemps, fort longtemps, pour essayer qu'on ne soit pas obligé de partir de zéro maintenant. Donc c'est de mettre en place
une gouvernance sociale et environnementale dans tout ce qui sera fait, dans tous les projets de la ville, et ce qu'on voudrait mettre en place aussi après au niveau de l'agglo. Donc si ce n'est pas en conformité, ben, tous les promoteurs dans les nouvelles constructions devront se plier à cette gouvernance environnementale et transition écologique. Donc ça veut dire que pour vous, la priorité, c'est pour toutes les nouvelles constructions, c'est ça, Oui, finalement, voilà. si j'ai bien compris? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Mais alors, quid, par exemple, pour tout ce qui est bâtiments publics, gestion des services de la Ça ville? aussi, ben, on mettra en place, on commencera à équiper nos bâtiments publics et sportifs de panneaux solaires pour justement qu'il y ait une gestion durable au niveau énergétique. Alors donc pour vous, ça passe, la priorité, c'est l'énergie, si j'ai bien compris. C'est ça? En priorité, hein, L'énergie, l'impact d'accord. carbone passe par là également. C'est pour ça qu'on va mettre en place des navettes électriques gratuites pour les Montmorencéens, ce qui va déjà réduire, on va dire, l'impact d'isolement de certains niveaux de Montmorency où les gens, on pense qu'on est sur 3 villes, 3 niveaux. Donc on va réduire cet isolement avec ces navettes électriques et on va permettre la mobilité douce. Voilà, donc énergie, mobilité douce, c'est les 2 points sur lesquels vous voulez insister pour, Voilà. dans cette campagne pour passer la transition écologique. Tout à fait. Avec une gouvernance sociale et environnementale, vous dites, c'est-à-dire? Eh bien, parce qu'on mettra des critères en place justement pour les promoteurs immobiliers lorsqu'ils proposeront un permis de construire. Eh bien, il faudra qu'ils se plient à un cahier des charges bien strict au niveau social et environnemental. Donc vous parlez des normes HQE, Des normes, de voilà, ce genre tout à fait, de choses. Tout à fait. Ce genre de normes que vous voudriez faire Tout à respecter. fait. D'accord, on a compris. Alors, troisième chose également, vous proposez une démocratie participative et j'ai vu que vous vouliez créer un conseil économique et social, c'est-à-dire? Un conseil citoyen, pour faire plus court, voilà, parce que sinon c'est... Donc c'est reprendre national. ce qui est fait au niveau de l'État Voilà. pour la ville de Parce que je Montmorency. trouve qu'au niveau municipal, on peut le mettre en place sans aucun problème, avec des gens, on ne sait pas comment on va le mettre en place, avec peut-être du volontariat, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit dans les associations ou même des citoyennes et des citoyens qui voudront s'engager là-dedans, parce que ce sera un conseil consultatif, et sur tous les projets, on va dire, structurants de la ville, où on aura besoin justement de conseils d'anciens, même également de jeunes, voilà, qui pourront participer à la vie de la cité. Donc en fait, vous allez faire un appel à toute la population, ceux qui veulent, et combien de membres vous envisagez dans votre conseil économique et social? Peut-être comme un conseil municipal, c'est-à-dire 35 personnes. Environ, vous voulez que 35 personnes citoyennes qui représentent toute la ville fassent partie de ce conseil pour tous vos projets structurants? Tous les projets structurants. Voilà. Parce que le conseil municipal, ça ne suffit pas? Si, mais c'est important que des gens qui font partie de la vie, on va dire la vie de la commune, soit dans l'associatif, soit dans le... parce que c'était des anciens élus également, puissent donner leur avis sur des projets structurants. Donc en fait, d'accord, donc vous voulez associer les anciens élus? Et pourquoi pas, ils redeviennent citoyens. Bien Donc, sûr. voilà, pourquoi pas. Et puis, moi j'estime que tous les maires qui sont passés ont essayé de faire le maximum pour leur ville. Donc voilà, on n'est pas. Donc vous voudriez rappeler les anciens maires pour venir participer à ce conseil économique et social. Voilà, c'est ça faire de la politique autrement. Pas uniquement rester en se posant la question. Même bon, il y a des gens qui ne se posent pas la question en disant je sais ce qui est bien pour vous. Non, personne ne sait ce qui est bien pour vous. On interroge les gens et ils nous répondent. Voilà. Donc vous envisagez des participations par classe d'âge éventuellement pour représenter toute la population? Comment vous allez faire? Tout à fait. Mais bon, on n'a pas encore statué là-dessus. Donc, voilà. Donc là, c'est une réflexion. C'est une réflexion et je pense que c'est une très bonne idée. Alors après, j'ai vu remarquer que vous proposez aussi la présidence des commissions par l'opposition. Mais est-ce que ça n'est pas déjà dans notre Constitution? Non, il y a certaines commissions qui n'ont pas de... On va proposer la présidence de certaines commissions à l'opposition.
Mais je ne pense pas, hein, c'est pas le cas. Il y a Ça ne se fait pas à Montmorency. Il y a des gouvernances qui ne le font pas. Hein. D'accord. Non, je ne dis pas Montmorency, mais je dis il y a des gouvernances qui ne le font pas. Voilà. Donc c'est ça aussi d'écouter l'autre, même l'opposition, parce que l'opposition peut être aussi structurante des fois. Peut être force de proposition, vous voulez dire. Tout à fait. Personne n'a la science infuse, c'est ça que vous voulez dire. Tout à fait. Il faut partager, si j'ai bien compris. Il faut partager, il faut écouter. Autre sujet qui vous préoccupe, c'est tout ce qui concerne bien sûr les finances, notamment pour Montmorency, c'est important. Alors comment envisagez-vous les finances et dans vos projets, comment avez-vous budgétisé vos projets? Tous les engagements qui ont été travaillés l'ont été au final avec combien ça coûte, voyez, parce que on ne peut pas avoir des engagements ou un peu hurluberlus. Les gens, ça va les faire rêver, mais après, il faut les financer. Quel est le budget de la ville de Montmorency? C'est aux alentours de 27 millions d'euros. Donc vous avez 27 millions d'euros pour mettre à bien tout ce que vous voulez faire. Enfin, il y a un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Bien sûr. Donc, voilà. Alors quel est le budget pour vous de fonctionnement et quel est le budget d'investissement dans votre mandature? Comment vous l'avez réparti? On l'a réparti, l'investissement. À l'heure actuelle, nous avons, Madame Berthy l'actuelle maire, fait une gestion très, on va dire, très conservatrice. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, Montmorency est une ville endettée. C'est une ville qui a des comptes très sains, entre guillemets. Donc, mais on se pose des questions sur beaucoup parce qu'on a dégagé quand même, chaque année, on dégage entre 4 et 5 millions d'argent qui n'est pas utilisé. Donc, on se pose la question sur la réfection de l'école Ferry. Parce que là, on n'est pas dans la transparence totale et on ne sait pas d'où vient le financement. Donc, on suppose que c'est le financement des économies réalisées ces dernières années pour financer ce projet. Donc, vous, au niveau investissement, qu'est-ce que vous prévoyez dans votre projet, dans vos engagements? On n'a pas de gros investissements au niveau, on va dire, les projets bâtiments. Voilà. On ne construit pas des médiathèques. Non. Nous, on veut remettre l'humain au centre de tout et on veut reconstruire les cœurs plutôt que de construire de la pierre. Voilà, tout simplement. En fait, vous estimez que ça suffit. À Montmorency, c'est suffisamment construit. Et puis, il y a l'agglomération, après tout. Tout à fait, il y a l'agglo. Il y a des bâtiments communs ou des structures communes. Et on peut parler de l'agglo. L'agglo, normalement, l'agglo, on est là pour tirer vers le haut les petites communes. C'est le but de l'agglo. Les grosses communes doivent tirer vers le haut les petites communes. Et quand on s'aperçoit que des communes comme les Anvilles, avec des ZAD commerciales qui sont en train de naître et qui sont visibles de la nationale, ça fait un peu peur, quoi. Voilà. Donc le rôle aussi, c'est de tirer ces communes et de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne va pas laisser faire. Parce que ces petites communes n'ont peut-être pas le budget, justement, pour redynamiser une zone identique. Alors, vous voulez également redynamiser, justement, le développement économique et accompagner les associations, bref, la vie quotidienne, redynamiser la vie quotidienne. Quelles sont les mesures que vous souhaitez prendre? La principale mesure, c'est faire une maison des associations, de l'entrepreneuriat et du numérique. Voilà. Donc, dans l'ancien tribunal des prud'hommes, qui était aussi à un moment donné l'ancien hôtel de ville, c'est créer cet espace pour redynamiser et pour mettre justement... Donc, transformer cet espace. Donc ça, c'est dans le bas Montmorency? Non, c'est dans le centre. C'est dans le centre. C'est dans le centre. C'est pas loin de la collégiale. Et donc, ça mérite qu'on occupe ces lieux, quelque part, qui sont de temps en temps occupés par une association. Mais nous, on veut vraiment mettre en lien les associations. On voit dans toutes les villes voisines, on voit des maisons des associations. Le but, c'est de... Pourquoi avoir des projets individuels, tout le monde de son côté? On va réunir les gens et on va faire des grands projets en mettant en lien certaines associations, parce que souvent on s'aperçoit qu'une association peut en aider une autre, puisqu'à fin de compte, ils ont le même ADN. Donc vous voulez réunir les associations, mais pas que, vous avez dit. Pas que.
c'est créer des espaces de coworking également pour aider les jeunes à démarrer dans la vie professionnelle ou les moins jeunes, hein, à démarrer une activité. Ou les reconversions professionnelles, Voilà, ça vous pensez? Tout à fait. Et donc ce serait un bâtiment en fait où on peut venir s'installer, travailler quelques heures. Alors ce sera gratuit, payant, comment vous l'envisagez? On n'a pas encore, mais bon, si on veut remettre du lien et si on ne veut pas non plus trop impacter le démarrage d'une entreprise, voilà, c'est pour aider. Donc on verra comment on va constituer le démarrage de cette maison des associations. Alors, dans les grands projets, quels sont vos autres grands projets alors dans vos engagements? J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est les navettes électriques. Les navettes électriques, c'est quelque chose d'impactant, qui sera impactant pour la ville, j'en suis sûr, parce que ça fait plus de 200 jours qu'on fait du porte-à-porte. On a sorti notre programme et on continue à faire du porte-à-porte et on s'aperçoit que d'autres personnes valident ce projet parce qu'ils ont, vous prenez les jeunes nous ont dit 2 € aller, 2 € retour, c'est un kebab. Voilà, on peut aller en bien, c'est un kebab, quoi. Voilà, c'est le prix d'un kebab. Et d'autres personnes nous ont dit, à Montmorency, quand on loupe le bus, on loupe le bus. Hein. C'est vrai. Donc il faut descendre à pied. Donc en fait, c'est en complément des bus existants. Bien sûr, Plutôt que de rajouter des bus, c'est ça que vous voulez faire? Tout à fait. Vous allez créer une navette. Mais qui fera donc Montmorency, Enghien, tout Montmorency. Voilà. Et aller vers Enghien et les villes avoisinantes, j'imagine? Non, pas forcément. Surtout amener vers la gare d'Enghien? Surtout, voilà le plus gros trafic vous qu'on a. Voilà. Et puis elles seront, on pourra elles seront, les trajets seront modifiables. On peut très bien décider d'une grande manifestation sur l'eau de Montmorency et dire, tiens, on mettra à disposition les navettes pour transporter les gens de la gare d'Enghien jusqu'à... Et vous envisagez de mettre combien à votre avis, combien faut-il de navettes pour couvrir un Montmorency? Au départ, ce sera 2 navettes. 2 navettes. Voilà, 2 navettes, mais modifiables les quantités. Vous avez des bus de 20 places, après ça peut augmenter à 25 places, 30 places, et puis si on dépasse ça, c'est que les Montmorencéens seront satisfaits du service, puisqu'ils l'utiliseront. Alors vous souhaitez également vous adresser aux jeunes, bien sûr, et notamment au niveau du sport, de la culture. Qu'est-ce que vous envisagez de leur proposer? Alors, au niveau du sport, tout simplement, nous avons un parc des sports de 14 hectares à Montmorency, en lisière de forêt. Donc c'est un des projets phares, c'est la construction d'une piste d'athlétisme qui n'existe pas. Donc vous avez 14 hectares d'infrastructures sportives et vous n'avez pas de piste d'athlétisme. Oui, on peut s'interroger en se disant, tiens, c'est bizarre. C'est l'ouverture de ce parc des sports au sport, on va dire, aux citoyens. C'est-à-dire, on n'est pas forcé d'être dans une association pour pouvoir pratiquer le sport au parc des sports. Voilà. En ayant une piste d'athlétisme, ça permet à beaucoup de citoyens ou citoyennes de venir courir dans le parc des sports en toute sécurité. Voilà. Plutôt que d'aller courir dans la forêt en hiver, où ce n'est pas très très rassurant et beaucoup de gens ne le font pas, où ils sont obligés de faire du footing dans la ville. Dans vos rencontres avec les Montmorencéens, c'est l'athlétisme qui vient en premier dans leurs demandes sportives? Non, c'est pas forcément ça, mais c'est le fait de dire qu'il manque quelque chose, puisque les enfants sont obligés d'aller faire de l'athlétisme soit à Aubonne, soit à Deuil, et ils se disent, c'est l'interrogation que les parents ont en se disant, 14 hectares, il n'y a même pas une piste d'athlétisme. Donc vous allez transformer ce parc en partie. Voilà, et puis ça permettra aussi aux personnes au handisport de venir s'entraîner sur cette piste d'athlétisme. Alors justement, dernière question, si vous voulez bien, Philippe Priolon, pour votre liste Montmorency citoyen. Au niveau handicap et seniors, là aussi, vous avez des propositions à faire. Quelles sont-elles? On a 6 maisons de retraite à Montmorency, dont une qui est de la Croix-Rouge, Montjoie. Et le but, c'est aussi de faire de l'intergénérationnel, c'est-à-dire mobiliser nos jeunes. Parce qu'on a un gros projet pour les jeunes, la jeunesse, c'est le gagnant-gagnant, c'est-à-dire offrir aux jeunes de participer
à l'associatif pour aller s'occuper, peut-être passer un peu de temps avec nos anciens, pour jouer aux cartes, pourquoi pas passer un moment, comme ferait un petit enfant avec son grand-père ou sa grand-mère. Et en contrepartie, eh ben, la municipalité lui offrira de lui offrir son permis de conduire, son BAFA. Voilà. Donc ça permet, c'est gagnant-gagnant, et ça permet aussi de recréer du lien entre les maisons de retraite qui sont un peu isolées. Parce qu'on les a toutes visitées, et directeurs et directrices nous disent qu'il n'y a aucun lien avec la municipalité. Donc en fait, vous voulez éduquer la citoyenneté et faire un jeu entre les jeunes et les seniors. Et ceux qui font du bénévolat, j'allais dire auprès des seniors, seront récompensés, entre guillemets, voilà, par soit financer une partie de leur permis ou leur BAFA, enfin ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ça votre proposition. Tout à fait. Merci Philippe Priolon d'être venu nous présenter une partie de vos engagements. Si vous aviez un dernier engagement dont vous voulez parler, c'est lequel? Je dirais que la démocratie est belle. Voilà, parce qu'à un moment-ci, on a 6 listes. Si vous multipliez 6 par 35, ça fait beaucoup de monde, plus que ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ne veulent pas être sur les listes. Donc je dis que la démocratie est belle, donc il faut la préserver, voilà, pour l'avenir. Voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager, c'est ça que vous voulez souligner. Merci beaucoup Philippe Priolon d'être venu ce matin avec nous présenter vos engagements pour la mandature 2020-2026. Je rappelle qu'on vote tous dimanche qui arrive, donc dimanche 15 mars. On va faire une petite pause musicale et puis on revient tous dans quelques minutes. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin. Est-ce qu'on peut vous abandonner? Oui. On repart en campagne. Ah oui, je comprends. Merci d'être venu. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. On va commencer par l'assurance, si vous voulez bien, après. Oui, très bien. Ça va tout le monde? C'est calme. Ils sont calmes, hein, ce matin, c'est calme. Attends, on écoutait religieusement. Hein. Ah bah oui. Ah bah tiens, il y a une nouvelle chanson des Restos du Cœur, au fait. Ouais, je sais pas. Bah si. Non, moi, tu sais, je suis un ancien. Des origines. Une minute 30, parce que j'ai vu qu'avec Jacqueline, tu lui fais des pauses hyper longues. Ah non, mais oui, mais ça. Mais on perd le fil. C'est pas toi. Non, mais on perd le fil de ce qu'on dit quand on écoute. Après, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pour ça que je parle pas. Mais non, mais c'est vrai. Il faut combler. Allez, la fin du refrain ici. Allez, on va repartir. Allez, on y va. Nous voici au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons municipal 2020, nous parlons assurance, emploi dans la RSE, emploi partagé ou en portage salarial, avec mes invités du jour, avec donc Francis Lévy, secrétaire général de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification,
avec Caroline Renoux, fondatrice et directrice générale de Burdeo, et Jean-Luc Coche, qui vient de racheter une société, la société Cadridge, en portage salarial. Et puis nous parlons assurance avec Eva Ozeri, qui est responsable commerciale territoriale du marché des professionnels de la MAF. Alors, la MAF est une mutuelle généraliste. Elle appartient au groupe Covea. Mais qui est ce nouveau groupe finalement, Covea? Eva Ozeri. Alors, Covea, en fait, ça fait partie d'un groupe qui représente aujourd'hui le leader en France au niveau du marché de l'assurance automobile et habitation, et fait partie de ce groupe MAF Assurance, MMA et JMF. Mais c'est vrai que aujourd'hui, moi je suis présente pour MAF Assurance au bar de l'économie, surtout pour le marché des professionnels, dans le sens où ça fait partie de l'ADN de la MAF. C'est-à-dire que MAF a été créé par des artisans, pour des artisans. Et donc, c'est vrai que j'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous faire part de notre accompagnement vis-à-vis de ce secteur d'activité. Oui, justement, vous avez pas mal d'offres. Hein. Vous faites des offres un peu, on va dire, alléchantes. Vous offrez des bonus de réduction. Alors, qu'est-ce qu'il faut souscrire? Quelles sont les conditions pour avoir droit à ces réductions tarifaires? Alors, aujourd'hui, MAF Assurance dans le Val d'Oise a 4 agences. Nous avons l'agence d'Argenteuil, l'agence de Bonne, de Pontoise, Cergy, Goussainville, où les conseillers en clientèle vous accueillent pour vous présenter des offres de regroupement que nous avons. 200 € offerts pour la mise en place d'une assurance habitation et automobile en même temps. Bien évidemment, on se charge pour vous de l'ensemble des formalités de résiliation auprès de votre assureur actuel. Et aussi, nous avons cette offre-là pour les professionnels qui souhaitent mettre en place leur multirisque professionnel et leur assurance automobile en tout risque chez nous. Et bien évidemment, on s'occupe de résilier aussi auprès de votre assureur actuel. Nous avons un service, on va dire, un peu plus expert sur mesure et facilitateur pour les chefs d'entreprise, car on sait que leur temps est compté. On se déplace. Bien évidemment, les chargés de clientèle professionnels viennent à vous, viennent dans vos locaux professionnels, car cela demande une expertise, et on sait que votre temps est compté. Et aussi, nous, ça nous permet d'appréhender votre risque. Quels sont les risques liés à votre métier, à votre activité, à vos locaux, à vos personnels, pour vous proposer une offre la plus adaptée. Alors les artisans et les professionnels du Val d'Oise demandent à ce que vous vous déplaciez, ou est-ce qu'on voit une tendance de la prise en main par Internet? Comment ça se passe en ce moment? Alors en ce moment, on est sur du pré-shopping, comme beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire le pré-shopping? Alors le pré-shopping, c'est je vais sur Internet, je regarde les offres, j'essaye de faire des devis, que ce soit pour mon contrat professionnel, mon véhicule, etc. Et puis quand on va être sur des offres, on va dire un peu plus standards, comme l'auto ou l'habitation, on peut souscrire en ligne. Mais c'est vrai que pour les professionnels, on demande à rencontrer quelqu'un, parce que ça demande du sur-mesure en fait. Une entreprise qui va faire, je ne sais pas moi, du consulting selon le secteur d'activité, selon son effectif, ou même une entreprise du bâtiment. Enfin voilà, ça demande du sur-mesure et encore une fois de l'humain. Et donc les collaborateurs MAF sont là pour vous apporter leur expertise. Alors, c'est vrai que c'est alléchant les tarifs, les réductions tarifaires. Quelles sont les demandes, quelles sont les évolutions des demandes de vos clients, notamment dans l'automobile en ce moment? Alors, on va dire qu'ils sont plus en demande d'accompagnement quand ils vont vouloir acheter ou vendre un véhicule, de conseil. Et on va dire de services à avantage. Par exemple, nous avons à MAF Assurance le service MAF Avantage. Le simple fait d'être client MAF vous donne le droit à des réductions pour les contrôles techniques, pour changer ses pneus, ou même pour l'acquisition d'un nouveau véhicule. Et donc là, vous les accompagnez Tout aussi pour l'acquisition du véhicule? Alors, on ne les accompagne pas, nous, physiquement en agence, mais ils ont le droit, en fait, à un tarif préférentiel sur un site internet qui vend des véhicules neufs. Donc voilà, c'est une réduction, le fait d'être sociétaire MAF, ils ont le droit à cet avantage-là.
Est-ce que vous faites des prix particuliers pour les véhicules électriques ou est-ce qu'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de tarif spécifique? Si, bien sûr, nous avons une offre appelée offre Pure Bonus qui donne une réduction de 100 € sur sa cotisation d'assurance. C'est une façon de récompenser nos clients d'aller vers des véhicules écologiques. Est-ce que il y a d'autres véhicules écologiques que vous aidez à promouvoir ou bien c'est essentiellement l'électrique qui est demandé en ce moment? On a aussi les hybrides, je pense à la fameuse hybride qui bénéficie de cet avantage aussi. Et qui marche bien en fait, si on Tout comprend. à fait. Et les professionnels, ils sont sensibles. En ce moment, on voit une nette évolution. Au niveau des professionnels, pas suffisamment à mon sens. Je pense qu'ils devraient y aller davantage. Après, c'est vrai que nous sommes face à un marché de PME, PMI. Et c'est vrai qu'ils font avec les moyens qu'ils ont à leur disposition. Donc souvent, même leur première acquisition de véhicule est un véhicule d'occasion. Donc il n'y a pas assez. On va dire, aider nos propres clients, chefs d'entreprise, que nous invitons pour certains à ce salon. Et voilà, l'idée c'est de leur dire en quoi on peut les accompagner pour assurer la pérennité de leur entreprise, les accompagner aussi sur les retraites, qui est un gros sujet d'actualité, sur tout ce qui est couverture sociale aussi pour leurs salariés. Et donc, la MAF fait bien tous ces contrats-là, justement. Tout à fait. MAF Assurance, aujourd'hui, est là pour au mieux conseiller, que ce soit aussi le particulier, mais il y a aussi le chef d'entreprise avec tout son volet social, où il n'a pas les couvertures évidentes d'un salarié, comme le maintien de son revenu en cas d'arrêt de travail, comme sa retraite complémentaire. Donc, on est là pour lui apporter notre expertise et lui dire qu'elle à mettre en place ce type d'assurance. Ça, c'est donc c'est complémentaire, bien sûr. On parlait d'auto, moto au début. Donc la MAF couvre tous les secteurs d'activité finalement d'une compagnie classique. Tout à fait. Nous sommes une mutuelle généraliste. Et aussi, il faut le dire quand même, notre spécialité, c'est l'assurance professionnelle. C'est vrai que ce n'est pas connu du grand public, mais à la base, MAF veut dire Mutuelle des artisans automobilistes de France. Donc ça a été créé par des artisans, pour des artisans au début, pour assurer leurs véhicules. Les besoins d'assurance ont augmenté depuis 70 ans et c'est vrai que du coup on a continué notre spécialité et donc nous sommes le bon interlocuteur quand on est entrepreneur à son compte et qu'on a besoin d'un conseil global, que ce soit pour l'assurance de ses biens mais aussi pour sa propre assurance, sa propre personne mais aussi pour son personnel. Alors, vous avez des postes à pourvoir, Eva Ozeri, à la MAF Val d'Oise. Quels sont-ils? Alors, aujourd'hui, sur MAF Val d'Oise, localement, je n'ai pas d'offre à pourvoir. Par contre, Paris, c'est vrai que c'est à côté. Nous avons les transports en commun qui desservent très bien le Val d'Oise. Et donc, je vous informe qu'il va avoir un after-work recrutement le 19 mars sur Paris de 18h à 20h. Les places sont limitées. Donc, je vous invite à vous inscrire via LinkedIn. Vous allez sur ma page Eva Ozeri LinkedIn et vous retrouverez dans mon historique de poste pour vous inscrire.
et vous serez le bienvenu. Ou bien évidemment, je vous invite à aller voir le site internet maf.fr ou Covea sur la partie recrutement. Donc nous sommes à la recherche de conseillers en clientèle, de directeurs d'agence, mais aussi de conseillers en indemnisation pour nos services sinistres, comme vous savez, beaucoup d'aléas actuellement, intempéries, qui font que voilà, nous avons besoin de monde pour accompagner nos sociétaires, aussi bien pour la mise en place que leur contrat, mais aussi pour l'exécution du contrat quand ils ont une difficulté, ainsi. Voilà. Donc il n'y a pas que des commerciaux, il y a aussi des techniciens de l'assurance pour gérer, c'est ça que vous voulez dire? Oui, bien évidemment, c'est essentiel dans notre métier. Et on peut découvrir tout ça donc le 19 mars. Alors oui, donc le 19 à cet mars. afterwork de 18h à 20h. Tout à fait. Donc je répète, il faut s'inscrire soit sur le site covea.eu, soit sur votre page LinkedIn, la vôtre, Eva Ozerit directement. Oui. Et on a le lien, j'imagine, pour s'inscrire. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous présenter tous ces sujets ce matin. Je propose une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques minutes pour changer de... Enfin, pas pour changer de sujet, mais pour continuer vers l'emploi, justement. Et en Val d'Oise, vous avez combien de clients à peu près? Dans Val d'Oise, ça doit être énorme. Oui, je vous avoue, je n'ai pas les chiffres parce que c'est vrai que moi, je m'occupe vraiment de la partie professionnelle. Enfin, j'ai mon homologue qui gère les agences. Mais oui. Vous connaissez beaucoup de monde? On est en place. On essaye. Ah oui. C'est vrai que je travaille aussi avec la Chambre des métiers, on fait des interventions. Et comment ça va se passer avec la Chambre des métiers? Parce qu'elle se rapatrie... Ils se recentrent sur Paris. Même pour eux, ils vont garder une antenne? Oui, elle est toujours là, donc au niveau de Cergy. Donc ils essayent en fait de créer des événements pour les entreprises. Il y a Arty Club, voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont dans une transition qui va être assez compliquée pour eux. Je vais envoyer 3 véhicules à faire. C'est vrai? Ouais. À quelle agence? Moi, je suis à Massif. Et vous habitez où? Dans l'Oise. Près de... Neuilly-Antel, c'est à côté de Chambly. L'Oise, il y a Beaumont-sur-Oise, Nogent-sur-Oise. Non, là, c'est encore... Là, Beaumont, c'est Val d'Oise encore. Nogent-sur-Oise. Après, il y a Beauvais. Beauvais, l'agence, c'est Beauvais. Ouais. Vous avez l'agence de Beauvais. On peut faire ça par Internet. Vous pouvez faire ça par Internet. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le pré-shopping, vous pouvez faire ça en ligne. Et quand il y a les 3 véhicules à faire, vous avez le droit à quelque chose, donc c'est bien. Ouais. On a des meilleurs prix si on va en agence? Non, c'est pas l'idée, mais l'ordinateur n'est pas en mesure, quand on fait des devis sur Internet, un ordinateur, il n'est pas en mesure de dire vous allez faire 10 contrats, 20 contrats, il distribue des prix et souscrit. Alors que l'humain, en fonction du profil, peut faire des choses que l'ordinateur ne sait pas faire. Pour l'instant, mais c'est vrai ce que je dis ou pas? Oui, bien sûr. Et l'intelligence artificielle, il peut voir. Tout à fait. Après, elle ne pourvoira pas aux clients plus ou moins sympathiques, auxquels on a envie de faire un geste particulier. Vous êtes un peu écartés tous les deux. Vous voulez pas vous décaler un tout petit peu par là? Comme ça, j'espère avoir 3 personnes dans la caméra. Voilà, superbe. Magnifique. Tout en restant bien devant le micro. Voilà, le micro. Voilà. Sinon, ça va mal aller. Attention. On y retourne? Ouais. Aujourd'hui, nous parlons au bar de l'économie municipale 2020, assurance et emploi. Et je suis en compagnie pour cela d'Eva Ozerit, responsable commerciale territoriale du marché des professionnels de la MAF, de Caroline Renoux, fondatrice et directrice générale de Burdeo, de Jean-Luc Coche pour la société Cadridge et de Francis Lévy, secrétaire général de la Fédération française des GEC. Alors, le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, expliquez-nous, c'est très important ce groupement en France, ce sont des associations. Vous êtes secrétaire général de la Fédération.
Qu'est-ce que ça représente, les GEC en France? Alors, peut-être d'abord dire qu'est-ce que c'est qu'un GEC, parce que groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, même si tous les mots ont un sens, il faut expliquer ce que c'est. Donc un GEC, c'est une association, et c'est une association d'entreprises. Donc ce sont des entreprises, en général d'un même secteur d'activité et d'un même territoire, donc concurrentes, qui vont se regrouper pour répondre ensemble à leurs besoins de recrutement. Donc des entreprises qui ont du mal à recruter des personnels qualifiés et qui vont faire ensemble le pari d'aller chercher des personnes éloignés de l'emploi, en difficulté d'accès à l'emploi, donc des jeunes sans qualification, des demandeurs d'emploi de longue durée, de les former pour les préparer au poste qu'elles proposent. Alors vous avez dit regroupement d'entreprises, a priori au départ dans les mêmes domaines, et maintenant vous arrivez à couvrir combien de domaines? Alors il y a une dizaine, 10, 12 domaines principaux. Vous pouvez peut-être les citer? Oui, bien sûr. Les principaux secteurs sur lesquels les GEC sont présents, c'est d'abord le bâtiment, historiquement le bâtiment, mais aussi l'industrie, les transports, l'aide à domicile, qu'est-ce que j'ai oublié, l'agriculture, voilà, j'en ai sûrement oublié quelques-uns, mais voilà, ce sont les principaux secteurs. Globalement, ce sont des secteurs de main-d'œuvre sur lesquels les entreprises vont recruter ce qu'on appelle les premiers niveaux de qualification, donc en gros des niveaux CAP à bac, voire bac plus 2. Hein, on est dans ce type de qualification-là. Et donc le principe, c'est que le groupement, donc le GEC, est employeur, donc il va recruter sur des contrats de travail en alternance, des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation. On oublie souvent quand on parle d'alternance le contrat de professionnalisation. Donc des personnes en difficulté d'accès à l'emploi. Le GEC va organiser le parcours de formation, donc chercher des organismes de formation qui vont pouvoir répondre aux besoins de formation des personnes par rapport aux postes proposés par les entreprises. Le temps d'application, le temps de travail du contrat en fait dans les entreprises adhérentes. Et le GEC va accompagner les personnes tout au long de leur parcours, à la fois sur le plan professionnel, s'assurer qu'ils s'intègrent bien dans l'entreprise, qu'ils développent aussi sur le plan social. Donc voilà, problème de logement, problème de mobilité, problème de santé, de surendettement. Aider ces personnes au bout, et le bout étant... Donc en fait, vous suivez la personne de bout en bout finalement. Absolument. Voilà. Et l'objectif étant à la fin du parcours, la durée moyenne c'est 1 an, il y a des parcours plus courts et plus longs selon les secteurs. Donc c'est qu'à la fin du parcours, c'est l'obtention d'une qualification, et 93% des personnes qui vont au bout du parcours et qui présentent la qualification. Et la deuxième partie, bien sûr, c'est l'emploi, avec 70% d'accès à l'emploi à l'issue des parcours. Est-ce qu'il y a un âge limite ou bien est-ce que vous accueillez tout type de personnes? Parce que vous avez parlé de niveau CAP, bac plus 2, donc c'est plutôt des jeunes? Non, jeunes et adultes, bien sûr, non, tous les âges, soit, encore une fois, des jeunes de faible niveau de qualification, sans qualification, ou avec une qualification qui ne leur permet pas de trouver du travail, mais aussi des adultes en reconversion, mais aussi des demandeurs d'emploi de longue durée, des travailleurs handicapés. Voilà, en fait, tous les publics qu'on appelle les publics cibles des politiques publiques de l'emploi, donc qui ont des difficultés particulières pour accéder à l'emploi. Et peut-être pour vous donner quelques chiffres, donc on a dit il y a environ 170 GEC en France, ça représente 270 points d'implantation, puisque de nombreux GEC ont des antennes. C'est 6800 adhérentes, donc 6800 entreprises qui adhèrent à ces associations et qui en assurent aussi la gouvernance, c'est-à-dire que le conseil d'administration de l'association, le président de l'association, ce sont des dirigeants d'entreprise. Et c'est environ 15 000 personnes qui passent, qui sont accompagnées tous les ans dans le dispositif GEC partout en France. Donc 15 000 personnes, jeunes ou moins jeunes. Vous acceptez aussi la reconversion professionnelle? Oui, bien sûr. Me semble-t-il. Oui. Donc là, il n'y a pas de limite d'âge. Non, mais il n'y a aucune limite d'âge. C'est vraiment, on a dans des GEC, des salariés, des personnes qui ont 58 ans, 60 ans, voilà. Donc il n'y a absolument aucune limite d'âge. C'est vraiment, en fait, des personnes qui ne trouvent pas de travail directement, en général parce qu'elles ont une qualification insuffisante, qu'elles ont besoin d'apprendre ou de réapprendre un métier ou d'apprendre un nouveau métier pour pouvoir s'insérer et trouver du travail. Donc en fait, ce qu'on dit souvent, ce sont des personnes que les entreprises ne recruteraient pas directement. Parce que voilà, elles ont besoin de se former, elles ont besoin de se qualifier, elles ont aussi parfois besoin de reprendre, je dirais, les points de repère du travail pour soit des jeunes qui n'ont jamais travaillé, soit des personnes qui n'ont pas travaillé depuis plusieurs années. Absolument. Donc comment fait-on si on est dans ce cas-là? On pousse la porte de l'une
Ou bien est-ce qu'il faut passer par un canal particulier? Alors, il n'y a pas de canal particulier obligatoire, tous les canaux sont possibles. Donc, les candidats arrivent soit directement par le bouche à oreille, parce qu'ils ont entendu parler des GEC, et je suis là pour ça, soit par les acteurs de l'emploi, donc Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, association d'insertion, par des organismes de formation qui ont pu faire un premier temps voilà, de travail de formation et qui vont les orienter vers les GEC pour aller plus loin, par les entreprises aussi, par des candidatures spontanées, des personnes qui ont fait une petite mission d'intérim, un remplacement d'été et qu'elles souhaitent qualifier pour pouvoir les recruter sur des CDI et qui vont les renvoyer vers les GEC. Donc tous les canaux sont possibles pour rentrer dans un GEC à partir où on a une idée de ce qu'on veut faire, même si elle n'est pas complètement aboutie, mais on sait globalement dans quel secteur d'activité on voudrait aller et qu'on veut aller voir de quelle manière on peut être aidé et accompagné pour le faire. Bien sûr. Alors, quels sont les métiers qui recrutent en ce moment Qu'est-ce qu'on vous demande le plus Alors, en quelles fait, sont les tensions les plus en fait, fortes? c'est des secteurs. Donc, dans ces secteurs-là, on a, je dirais, les principaux métiers de ces secteurs. Donc, je parlais construction, donc dans le bâtiment et dans les travaux publics, on recrute énormément. Par exemple, on a un GEC BTP en Ile-de-France qui couvre l'ensemble de la région et qui a énormément d'offres liées au Grand Paris, aux Jeux Olympiques, donc beaucoup dans les travaux publics ou dans le gros œuvre, mais aussi dans le second œuvre. Donc là, on a toutes sortes de métiers. Sur l'industrie, on va avoir des opérateurs sur machines à commande numérique, des techniciens de maintenance, des conducteurs routiers dans le transport, des personnes pour faire de l'aide à domicile. Voilà, donc on a des agents de propreté, on a aussi des GEC dans le secteur de la propreté, je n'ai pas cité tout à l'heure. Donc voilà, tout type de secteur pour lesquels on va recruter des personnels, donc encore une fois, plutôt, c'est des niveaux, voilà, CAP, ABAC, Bac plus 2, et qui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de tensions sur le marché du travail, les entreprises ont de plus en plus de mal à trouver du personnel qualifié, et les GEC permettent justement, il n'y a pas de barrière à l'entrée dans un GEC, puisque la formation se fait pendant le parcours, pas sur le tas, il y a de la formation aussi en centre de formation, il y a les deux, mais en tout cas le parcours intègre la formation. Et donc, voilà, il n'y a pas de barrière. Et les GEC préparent ces personnes à être recrutées par leurs entreprises adhérentes, je dirais, dans tous les secteurs sur lesquels elles interviennent. Alors, vous avez à peu près 269 implantations en France. Comment est la répartition région parisienne, province, on va dire? Alors, la région parisienne est une des moins bien dotées en groupe en employeur, enfin en GEC, pardon, une des moins bien dotées en GEC, bon, pour des raisons un peu de complexité territoriale de l'Île-de-France, parce qu'un GEC, c'est souvent sur un bassin d'emploi. Le bassin d'emploi en Île-de-France, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a aujourd'hui 5 GEC en activité en Île-de-France. On a pas mal de projets dans les tuyaux. Donc, les GEC en activité aujourd'hui, donc je l'ai dit, c'est bâtiment, c'est aide à domicile, mais c'est sur la partie est de la région. On a un GEC sur les métiers de technicien du spectacle, qui n'existe qu'en Île-de-France, hein, c'est unique. Et on a un GEC sur les métiers de l'accueil, également en Île-de-France. Et on a des projets sur l'industrie, sur les transports. On a aussi un projet de GEC plutôt dédié aux travailleurs handicapés. Hein, donc avec, je dirais, non pas une approche sectorielle, mais vraiment une approche spécifique pour traiter des problèmes particuliers d'accès à l'emploi liés au handicap. Donc voilà, donc ça c'est des projets qui vont voir le jour courant de l'année 2020, on l'espère. Donc finalement, chaque GEC a une spécificité, j'allais dire plutôt professionnelle. Oui, voilà. Donc il regroupe, et donc du coup, c'est plus facile, il regroupe toutes les offres d'emploi sur ce domaine-là, j'imagine. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le principe du GEC, c'est vraiment dédié à un métier. En tout cas, la plupart du temps, c'est vraiment dédié à un métier et sur un territoire. Donc, les entreprises, si on prend le bâtiment, l'industrie, la propreté, ce sont des entreprises d'un même secteur qui se regroupent. Il y a une logique métier dans un GEC. On rentre dans un GEC pour apprendre un métier. Et donc, avec l'entreprise, quand on a une approche comme ça par secteur d'activité, bien sûr plus facile. Les salariés permanents du GEC, hein, qui travaillent avec les entreprises et les demandeurs d'emploi connaissent les métiers et donc construisent les parcours de formation en fonction des besoins de l'entreprise et en fonction de la situation des personnes.
Alors c'est vrai qu'on vous oublie quelquefois, mais justement, vous aussi, comme Eva Ozeri, vous donnez rendez-vous pour un événement important, les 11, 12 et 13 mars, donc c'est là, cette semaine. Voilà. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Donc en fait, on a organisé, donc c'est la 4e année qu'on organise ça, ce qu'on appelle les 3 jours des GEC. En fait, l'idée, c'est effectivement, c'est un dispositif que tout le monde trouve très intéressant et très efficace, mais qui est peu connu. Peut-être parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer, et donc on cherche à donner à voir. Et donc pendant 3 jours, les GEC organisent partout sur le territoire des événements pour se faire connaître auprès des entreprises, se faire connaître auprès des partenaires, mais aussi, bien sûr, beaucoup se connaître auprès des publics, puisque tous les GEC recrutent et cherchent des candidats. Et donc les événements peuvent être de nature différente, organisés territorialement, et on retrouve tous ces événements en ligne sur notre site. Donc, alors on va rappeler votre site. Voilà, www.lesgec.fr. Alors je rappelle que ça s'écrit LESGEIQ.fr, et donc là on aura les adresses. On aura les adresses et les contacts pour les événements, les dates exactes, les lieux et à qui l'événement s'adresse. Parce que vous recrutez dans tous les domaines que vous avez dit. Donc je rappelle, industrie, tourisme, hôtel-restauration, médico-social. Vous avez parlé du BTP aussi. Vous avez parlé des transports. Vous avez parlé un petit peu de la propreté, je crois. Oui, absolument. On n'a pas parlé de la logistique, mais je sais que vous cherchez aussi en mécanique et en relations clients. Absolument. Donc en tout, on va à 269 implantations en France. Finalement, il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'un GEC si on est en recherche d'emploi, parce que finalement, une offre d'emploi à sa porte. Exactement. Et donc toutes les adresses, les contacts des GEC sont sur notre site. Donc effectivement, à la fois les événements dont on a parlé sur les 3 jours 11, 12 et 13 mars, mais aussi les contacts des GEC avec un filtre par région et par secteur d'activité qui permet, selon votre région d'habitation et puis le secteur qui vous intéresse, d'aller repérer le GEC qui est le plus proche de chez vous. Alors, ce sont des emplois, la plupart du temps, ce sont des CDI ou c'est des CDD ou comment ça se passe? Le GEC en lui-même recrute sur un contrat en alternance, donc par principe c'est un CDD. Bien sûr. Mais la plupart des recrutements se font à l'issue du parcours en CDI dans les entreprises adhérentes. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un contrat comme on entend beaucoup, enfin on connaît bien le contrat d'apprentissage. Le contrat de professionnalisation, c'est la même chose plutôt pour les adultes. Donc c'est un contrat avec de la formation, du travail, avec un objectif d'être recruté en CDI à l'issue du parcours, ce qui est souvent le cas en fin de parcours. Voilà, donc 3 jours pour connaître les avantages et sans doute trouver du travail. C'est donc du 11 au 13 mars. Et donc aller sur le site lesgec, GEIQ.fr, pour avoir toutes les adresses. Justement, Caroline Renoux, ça fait le pendant avec vous, puisque vous aussi, qui travaillez dans le domaine de l'offre d'emploi, alors spécialisée dans le développement durable et des RSE. Alors là, il y a énormément d'offres. Vous étiez venu nous en parler il y a un peu plus d'1 an, mais là, c'est en train de se transformer. Et puis, on cherche même des responsables. On est vers un niveau un peu plus... On demande plus de qualifications, je pense, puisque vous nous parlez chef de produit, innovation durable, chef de projet climat. Expliquez-nous un peu quelles sont les tendances en ce moment des offres à pourvoir dans ces domaines. Oui, tout à fait. Alors l'année 2019, ça a été vraiment un changement, un point de bascule, où tous ces postes, tous ces enjeux sont devenus vraiment importants pour les entreprises, sont pris en compte maintenant systématiquement. Alors d'où c'est venu? C'est un mélange de plein de choses. C'est la réglementation qui joue un rôle important, bien sûr. C'est le monde de la finance qui maintenant demande aux entreprises qu'elles financent d'avoir des impacts sociaux et environnementaux positifs. Et puis c'est aussi la société civile, les marches pour le climat notamment. Il y a 2 choses dont on a beaucoup parlé l'année dernière, c'est le plastique et la loi PAC avec la raison d'être et les entreprises à mission. C'est-à-dire que les entreprises peuvent se doter d'une raison d'être, c'est-à-dire en quoi elles sont utiles pour leur environnement au niveau social et environnemental. Et tout ça fait que ça a fait complètement, d'un point de vue positif, bien sûr, le secteur et ses métiers. Alors, je rappelle que vous dirigez le cabinet Burdeo qui existe depuis une dizaine d'années. Oui.
mais que c'est en 2019 finalement que tous vos efforts sont récompensés, j'allais dire. Alors il y a eu une première bascule en 2016 suite à la COP21 qui s'est traduit dans les accords de Paris. Et puis là, 2019, effectivement, ça a vraiment explosé. Au niveau hiérarchique, les postes sont également plus hauts dans les hiérarchies. Les salaires sont plutôt à la hausse aussi. Avant, si on voulait avoir un positif, il fallait rentrer dans une direction développement durable. Aujourd'hui, de plus en plus, on va avoir des postes ultra spécialisés ou des postes à double casquette, comme les achats durables, par exemple. Donc, on fait des achats et du développement durable. Le marketing responsable, donc on fait du marketing de façon responsable, ou des postes techniques comme chef de projet climat. Donc là, c'est quelqu'un dont le rôle va être d'insérer l'entreprise dans les objectifs climat des gouvernements. C'est-à-dire ? En fait, en France et l'Union européenne, par exemple, on s'est engagé à à faire en sorte que les températures n'augmentent pas plus de 2 degrés avec le changement climatique. Les entreprises doivent faire partie de ces initiatives, notamment en baissant leur CO2, par exemple, leur empreinte carbone. Le chef de projet climat, c'est quelqu'un qui va être en charge d'harmoniser les différentes initiatives dans l'entreprise pour arriver à ces objectifs. Et alors, vous dites aussi que dans les entreprises, une nouvelle direction émerge. On ne parle plus de développement durable, ni de communication et de mécénat, on parle d'engagement. C'est la direction de l'engagement et ça regroupe toutes ces fonctionnalités. Tout à fait. Dans certaines entreprises, celles qui sont déjà assez loin sur ces sujets, on ne parle plus de développement durable, on parle d'engagement. C'est vraiment l'engagement de l'entreprise par rapport à son ancrage sociétal, social et environnemental. Donc ça comprend la RSE, le développement durable, bien sûr, mais aussi le mécénat, la communication et toute la conduite du changement aussi et surtout, qui fait que tous les collaborateurs vont pouvoir impacter dans leur mission de tous les jours les enjeux d'engagement de l'entreprise. Donc du coup, on recherche des chefs de projet aussi, il n'y a pas que des directeurs, il y a aussi des chefs de projet en conduite du changement. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut pour toutes ces fonctions qui sont nouvelles finalement ? On ne trouve pas de formation encore pour le moment vraiment dédiée à ce type. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on demande aux candidats qui veulent postuler à ce type de poste ? Alors des formations, il y en a quand même de plus en plus, que ce soit pour les jeunes ou pour les gens qui veulent faire une transition. C'est bien quand même d'en faire une. Après, ce qu'on demande à ces gens, c'est d'avoir une culture générale développement durable, d'avoir la bonne posture. C'est-à-dire, certes, il faut être engagé, mais il faut être capable de démontrer la valeur ajoutée que ça a d'aller vers ces sujets. Ensuite, on demande... Ça veut dire qu'en tant que candidat, par exemple, on va répondre à un questionnaire. Comment est-ce que l'entreprise va aller valider cet engagement personnel finalement ? Alors, l'engagement personnel, il est assez facile à détecter. Et de toute façon, c'est la première chose. Je connais personne qui fait ses métiers par hasard. En général, quand on y va, c'est parce qu'on porte les valeurs. Ça, c'est assez facile à détecter. Mais ça ne suffit pas. C'est des métiers qui sont difficiles. Il faut porter les valeurs. Il faut aussi la bonne posture. Ça ne sert à rien de dire à un directeur marketing « Tu ne vas plus utiliser ce produit parce qu'il n'est pas bon pour la planète ». Il faut lui expliquer que s'il l'utilise, ses consommateurs risquent de se plaindre. Il faut lui dire ce qu'il peut utiliser à la place, par exemple. Donc il faut vraiment avoir la bonne posture. Il faut bien comprendre la complexité des enjeux du développement durable. Et puis, il faut aussi savoir faire preuve de ténacité, de courage, d'audace et d'humilité. Parce qu'en général, quand vous commencez par proposer quelque chose, on vous dit non. On vous dit toujours non. Ça, c'est vrai, c'est bien français de toute manière. Lévi, vous êtes d'accord avec la bonne posture, j'imagine ? Oui, bien sûr, je suis d'accord. En fait, je voulais surtout rebondir sur la question de l'engagement des entreprises. On a beaucoup parlé des postes et des candidats, mais les questions d'engagement sociétal, c'est vraiment un engagement de l'entreprise. Et juste, très rapidement,
dire que, pour revenir à la question des GEC, c'est que ce sont des entreprises, d'abord des entreprises qui s'engagent, et que quand on a ce type d'engagement, c'est en même temps pour des raisons opérationnelles, y compris commerciales parfois, hein, parce que Bien sûr, il faut tout. on a besoin de personnel, on a besoin de vendre, etc. Et les consommateurs demandent et les salariés, on a besoin de recruter, mais il y a aussi un engagement personnel. Et on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, mais l'engagement social compte aussi. Et voilà, et rentrer dans un groupement du type de GEC, ça fait partie aussi de l'engagement sociétal d'entreprise. Hein, et donc tout ça, on est dans cette logique de RSE sur laquelle on se rejoint tout à fait. Alors, dans les top 5 des métiers en développement durable ou RSE, Caroline Renoux, il y a aussi, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, le gestionnaire de fonds à impact. Qu'est-ce que c'est? Définissez-nous ce nouveau métier. Alors, comme je le disais, une des raisons qui fait que les entreprises aujourd'hui s'engagent au niveau social et environnemental, c'est parce que le monde de la finance demande de plus en plus de comptes sur ce sujet. Alors, ça fait longtemps et ça devient presque classique qu'un fonds d'investissement maintenant va regarder ce qu'on appelle les critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Ce que cette personne va faire, il va juste regarder les critères et donner une note. Un gestionnaire de fonds à impact positif, il va investir dans une entreprise, mais il va s'engager aussi auprès de l'entreprise à faire en sorte qu'elle améliore son impact social et environnemental. Donc c'est des profils qui sont à la fois... Donc c'est de faire du conseil finalement? Alors il faut faire du conseil, mais du conseil terrain, puisqu'il faut être capable d'accompagner l'entrepreneur sur ses engagements sociaux et environnementaux d'un point de vue pratique. Et puis, il faut aussi avoir une tête bien faite et être capable d'interagir dans le monde de la finance. Bien sûr. Et alors, donc là, effectivement, il faut une certaine formation en finance, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais alors, dans les top 5 des métiers qui recrutent, vous avez un métier qui est nouveau aussi, c'est chef de projet concertation des parties prenantes. Donc là, c'est un métier de conseil, j'imagine. Alors, ça va au-delà du conseil. En fait, une entreprise ne peut pas décider seule ce qui est bien ou pas pour son environnement. Elle a besoin de dialoguer avec ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc les parties prenantes, ce sont tous les gens qui ont un intérêt avec l'entreprise. Ça peut être les collaborateurs, ça peut être les clients, ça peut être les ONG pour l'environnement, ça peut être les administrations publiques. Les pouvoirs publics, voilà. Et donc, avec ces gens-là, il faut discuter à la fois quels sont les enjeux auxquels l'entreprise peut répondre et la façon pour y répondre. Ça, c'est des métiers qui sont complexes parce qu'il faut être à la fois un très bon négociateur, il faut être capable d'aller détecter les parties prenantes, donc c'est aussi un métier de réseau. Donc ça va bien au-delà du conseil en fait. Alors tout ça, ce sont des postes salariés. Caroline Renoux, je rappelle que vous dirigez le cabinet Burdeo, ou bien est-ce que c'est des contrats? Qu'est-ce qu'on demande? Ce sont des CDI, ce sont des CDD. Que demandent les entreprises en ce moment dans ces domaines? Alors, il y a beaucoup de contrats en CDI. Après, nous, Burdeo, on a développé une plateforme pour les freelances qui s'appelle People for Impact avec un 4. Parce que effectivement, à la fois les professionnels de la RSE et du développement durable de plus en plus veulent être freelance par choix. Et pour les entreprises, pour compléter quelqu'un qui est en CDI, ça peut être intéressant d'avoir un freelance qui arrive avec son expertise de façon ponctuelle. Voilà. Intéressant, et ça va bien vous intéresser, Jean-Luc Coche, puisque vous faites du portage salarial avec votre nouvelle structure qui s'appelle Cadridge. Alors, est-ce que vous envisagez, puisque vous étiez venu nous voir et vous êtes un spécialiste de la cybersécurité, là vous rachetez cette société qui existe depuis 20 ans et qui est spécialisée dans les métiers du conseil informatique, vous allez rester dans ces métiers-là ou vous envisagez d'aller dans des métiers de type autre pour porter par exemple les freelances que propose ou que recherche le cabinet Burdeo? Alors, Quadridge, donc c'est du portage salarial, on peut porter n'importe quel type de salarié, aussi bien dans le RSE que dans l'informatique. Dans l'informatique, la
c'est déjà un gigantesque marché. Moi, ce marché, en fait, il est en pénurie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un expert... alors, il y a d'abord les experts, on parle d'experts cybersécurité, d'intelligence artificielle. Ces gens-là ont juste à claquer du doigt pour trouver du travail, pour trouver des missions. Ils sont souvent même extrêmement recherchés. Et en fait, ça change complètement leur façon de voir le travail, leur façon de faire les choses. Il y a 10 ou 15 ans, c'était les sociétés de services en informatique, qui s'appellent les entreprises de services numériques maintenant, qui recrutaient en tant que salariés ces gens-là, qui les formaient, qui leur trouvaient du travail, etc. Aujourd'hui, un expert, il aime bien d'abord avoir plusieurs missions différentes, il aime bien changer de cap, il aime bien développer sa propre carrière, ça va être son propre patron. Et aujourd'hui, lorsqu'un expert veut chercher du travail ou veut travailler en tant que mission, en tant que consultant, il a plusieurs opportunités. D'abord, il peut aller dans ces ESN qui vont le recruter en tant que salarié. Mais au final, ce qu'apporte l'ESN, c'est de lui apporter des clients. Ça n'a pas grande valeur pour lui, puisque de toute façon, il les trouve. Et souvent, grâce à des plateformes, on parle de l'ubérisation du métier du service. Aujourd'hui, il y a des plateformes, vous mettez votre CV sur une plateforme, et le lendemain, vous avez 15 propositions, vous n'avez plus le choix. Alors, on est très loin du domaine dont on parlait tout à l'heure, mais c'est la réalité de l'informatique. Et donc, toutes ces plateformes, Malte, d'autres, permettent à tous ces freelances ou consultants indépendants de trouver du travail facilement. Donc, les ESN, ça ne les intéresse pas plus que ça, parce qu'ils ne vont pas contrôler ce qu'ils veulent faire. Ensuite, ils peuvent être auto-entrepreneurs ou micro-entreprises, puisque ça le permet. Mais c'est une démarche limitée dans le chiffre d'affaires, c'est une micro-entreprise simplifiée, et ça n'a pas toute la pérennité, et en plus on ne bénéficie pas de tout ce que peut bénéficier un salarié. Alors qu'est-ce que vous leur offrez avec Kadridge? Alors du portage salarial, c'est-à-dire qu'ils deviennent salariés de l'entreprise, c'est eux qui gèrent et qui choisissent leurs clients, c'est-à-dire qu'ils apportent leurs clients, Quadridge les salariés en tant que salariés, avec les caisses de retraite, tout ce qui s'ensuit. Donc vous occupez de tout l'administratif, en fait. Tout l'administratif, les mutuelles qu'ils peuvent choisir. On s'occupe aussi de gérer le client, parce qu'il faut facturer, il faut souvent relancer souvent pour se payer. C'est généralement des très grandes entreprises, donc on gère toute cette partie. Et ensuite, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup d'experts qui ont envie de se former, d'aller à un congrès à Los Angeles, parce que c'est là où il y a la dernière technologie. Et ce qu'on est capable de faire, c'est qu'eux génèrent un chiffre d'affaires, et sur ce chiffre d'affaires, généralement, lorsqu'on est salarié dans une entreprise, il faut demander à son patron s'il veut bien investir, etc. Là, il est autonome dans le pilotage de son activité, et s'il a envie de dépenser 10 000 € pour aller une semaine à Los Angeles au congrès de Las Vegas, il peut le faire. C'est lui qui décide de sa propre démarche. S'il veut une formation particulière dans un domaine parce qu'il estime qu'il a besoin de se former, ça va lui apporter beaucoup de choses, il peut s'offrir cette formation. Donc on offre des outils de pilotage dans lesquels il a toute son activité en termes de clients, de chiffre d'affaires, de revenus, de prospective, de ses dépenses qu'il peut faire. Et donc il est comme s'il avait sa propre entreprise. Alors c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs qui passent ici ou de jeunes veulent travailler sous cette nouvelle manière moderne de salariat finalement. Est-ce que vous voyez un changement dans les mentalités? Est-ce que vous le voyez vraiment, ou bien est-ce que ça reste finalement, c'est un mot marketing et c'est stable? Qui veut répondre? Caroline Renou? Moi j'ai vraiment vu une évolution très forte ces dernières années. Parce qu'avec votre... les jeunes, c'est plus les cadres qui, passé un certain âge, en fait, n'ont plus envie de travailler dans des grands groupes à plein temps. Et c'est une façon de mettre en avant leur expertise, d'aller sur des sujets qui les intéressent, et parallèlement, éventuellement, d'avoir des projets associatifs, par exemple. Et c'est pour ça que vous avez développé cette plateforme qui s'appelle People for, le chiffre 4, Impact. Tout à fait. Où là, vous accueillez n'importe quel CV qui correspond évidemment à vos métiers du développement durable et de la RSE. Alors la particularité, c'est que effectivement, c'est des gens qui sont positionnés sur ces sujets, et nous, notre savoir-faire de recruteurs RSE, développement durable, fait qu'il y a quand même une présélection des CV qu'on accueille. Et vous faites la même chose, vous, Jean-Luc Coche, vous avez une plateforme aussi où on crée
Alors nous, on a une plateforme mais qui est fermée aux salariés, à nos propres entreprises. C'est-à-dire qu'un salarié qui arrive à une mission qui va bientôt se terminer, on doit le proposer aux autres clients de l'entreprise. On n'a pas de plateforme ouverte. Il y en a suffisamment sur le marché de l'informatique, il y en a plus d'une dizaine. LinkedIn étant le réseau professionnel, étant c'est très large, oui. Étant une plateforme où beaucoup de consultants se mettent disponibles sur LinkedIn et ont immédiatement des offres. Donc en fait, on n'est pas sur ce marché des plateformes, on est sur le marché de permettre à un consultant salarié, tout en maîtrisant son activité. Et la seule chose qu'il ait à faire, quand même, c'est d'aller chercher ses clients. Bien sûr. Et là encore, on est capable de l'accompagner parce que souvent, on est nous-mêmes des anciens du métier et on est capable d'aider quelqu'un à faire un CV, de lui faire un choix de carrière, de l'aider dans toute sa démarche. Alors pour le portage salarial, quels sont les coûts que vous prenez pour garantir justement le salaire, enfin ce qu'il faut quoi? Alors, les coûts, c'est les coûts pour faire une feuille de paie, c'est à peu près entre 8 et 10% du chiffre d'affaires. Ensuite, les autres coûts, c'est tous les coûts de charges patronales, de mutuelles, de caisses de retraite que l'on gère. Bien sûr. Et là, cette partie, l'optimisme, parce qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire en utilisant des systèmes de plans d'intéressement qui leur permettent de vous optimisez l'ensemble des salariés que vous gérez? Tout à fait. Alors, c'est-à-dire? En fait, un salaire, soit on paye un salaire, on paye toute la charge dessus, soit on peut offrir des primes d'intéressement qui sont touchées à la fin de l'année. Nous, le salarié va gagner beaucoup plus en net sur son salaire que s'il avait un contrat simple. D'accord, donc ça, ce sont des formules qu'on choisit au départ quand on vient vous voir? Comment ça... On leur propose en fait, et généralement ils prennent que c'est intéressant financièrement. Il faut être assez performant financièrement, il faut être performant aussi dans l'outil même de gérer une feuille de paye, relancer une facture, gérer des contentieux, parce qu'on est dans un monde de entreprises, donc il y a des contentieux. C'est la raison pour laquelle je suis associé avec un expert comptable, dont c'est le métier de le faire et de l'optimiser. On offre aussi des conseils juridiques de temps en temps, parce qu'il y a pas mal de salariés qui se posent des questions d'ordre juridique. Souvent aussi, ça peut être un tremplin vers la vraie création d'entreprise, parce que beaucoup de consultants indépendants ne font pas le saut de la création d'entreprise, parce qu'il faut avoir des compétences de gestion, de management. Il y a une prise de risque. Oui, il faut déposer des statuts, il faut faire toutes les formalités. Tout à fait. Donc ça, vous les accompagnez? On les accompagne, oui. Alors, on va rappeler, si quelqu'un est intéressé, comment on fait pour vous contacter? Comment sera... La société Quadridge.fr, on a un site internet et on peut se mettre sur le site, faire une simulation pour avoir, par rapport à un chiffre d'affaires, combien je vais toucher en net. Et puis... Là, ça permet de voir tout de suite, effectivement, les coûts et comment ça se passe. Tout à fait. C'est une société, on rappelle, qui existe depuis 20 ans. Francis Lévy, vous voulez intervenir? Oui, je voulais réagir en fait sur 2 points. Sur la question du changement du rapport à l'emploi, vous avez parlé des cadres, voilà, et donc c'est vrai, mais c'est pas que les cadres, et notamment chez les jeunes, on a aussi beaucoup un phénomène en fait de refus de CDI, et des jeunes qui préfèrent soit être en CDD, soit faire des missions d'intérim, même si on leur propose des CDI, parce qu'ils ont l'impression, je pense à tort, qu'ils seront enfermés dans un CDI. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a aussi des dispositifs... Donc vous le voyez aussi au niveau des GEC chez les jeunes? Oui, absolument. Et il existe des dispositifs, alors une fois qu'on est qualifié, qu'on a un métier, qui permettent aussi de varier les situations d'emploi tout en étant salarié groupement d'employeurs. Portage salarial, ça concerne en fait des personnes qui vont apporter leurs affaires, voilà. Les groupements d'employeurs, on est salarié, c'est le groupement d'employeurs qui apporte le travail, mais par contre ça permet aussi de varier les situations d'emploi. Voilà, donc il y a d'autres types de dispositifs, mais il y a un vrai changement de rapport au travail. Et donc vous confirmez, quel que soit l'âge, ouais. En fait c'est ça que vous voulez dire. Absolument. Et puis si j'ai encore une seconde, un deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est sur les métiers de l'informatique. Vous parliez en fait des métiers d'experts, de haut niveau, mais il y a aussi des métiers d'informatique sur le développement, qui sont accessibles à des personnes qui n'ont pas forcément un bac plus 5, et on a de plus en plus d'organismes de formation qui se spécialisent là-dedans, donc qui vont les prendre des jeunes au niveau bac, et qui vont leur apprendre à coder, à développer, et qui derrière, des jeunes qui sont recrutés en entreprise.
On est en train d'expérimenter un GEC sur ces métiers-là. Il est à Toulouse, mais on attend de voir si ça marche. Et ensuite, on aura probablement d'autres projets. On a déjà dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, des entreprises qui attendent et qui sont tout à fait intéressées. Donc là, plutôt pour des personnes qui vont faire du développement. Je confirme une chose, c'est qu'effectivement, il y a les experts qui sont très recherchés. De l'informatique, c'est aussi de l'exploitation, du support, du service, plein de métiers qui s'apprennent et qui se forment. On peut se former en 6 mois pour être dans ce domaine et c'est très attendu. Pour conclure, Eva Ozeri. La fidélisation des employés par rapport au recrutement est un sacré avantage pour un chef d'entreprise et les assureurs ont aussi des solutions pour les complémentaires santé collective, pour tout ce qui est placement d'intéressement, plan épargne entreprise, pour fidéliser les salariés et savoir les attirer. Et ça peut être effectivement très intéressant. Merci de nous l'avoir rappelé. On va se quitter parce que notre émission s'achève dans 10 secondes. Je vous rappelle que nos pauses musicales aujourd'hui, c'était la chanson des Restos du Cœur et puis Jermaine Jackson. Pour ma part, je vous retrouve mercredi. Demain, vous avez rendez-vous avec Vorace. Je vous embrasse. De loin.